Bonjour, nous avons aujourd'hui une nouvelle session de notre conférence qui s'intitule Corruption sporadique contre la corruption systémique, les mécanismes qui paralysent l'économie mondiale. Je suis votre modérateur aujourd'hui. J'ai le plaisir de dire bonjour à nos, pour le moment, trois participants, trois intervenants. Nous en aurons deux autres qui vont nous rejoindre bientôt. Alors là, nous avons Serge Barbeau. Serge, qui est un grand spécialiste du domaine de la compliance, notamment de l'anticorruption. Je vais donner une petite biographie. Donc, elle a beaucoup de certifications qu'elle a obtenues, par exemple, Certified Protection Professional, Certified Professional in Critical Infrastructure Protection, Certified Port Facility Security Officer. Serge est aussi un formateur certifié. Un auditeur certifié, un spécialiste de la certification ISO 37001 sur l'anticorruption. Et donc, il va partager avec nous ses expériences professionnelles de très longue date. Nous avons aussi avec nous Patrice Poitvin, qui est le cofondateur et directeur exécutif du Canadian Centre of Excellence for Anti-Corruption, à but non lucratif. Il est aussi président et CEO de Active Compliance and Ethics Group, une cabinet de conseil et de conseil. Donc, elle a travaillé pendant 35 ans au sein de la Royal Canadian Mounted Police, où elle a pris sa retraite en 2017. Et aujourd'hui, elle est un expert de haut niveau sur l'anticorruption, l'éthique des affaires et la compliance. Nous avons aussi avec nous en ce moment Luis Garcia Vargas, qui est un grand spécialiste de l'anticorruption, notamment pour ce qui concerne la détection et la prévention du crime financier. Il est un chercheur indépendant, membre du groupe de travail de recherche sur la gouvernance et les marchés publics au sein de l'ENAP, membre du centre de recherche, donc je veux dire en anglais plutôt, Research Center and Projects in Public Context, à l'Université Laval, et professeur, comment on dit, Financial Accounting, à l'Université York. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer notre session sans attendre les autres intervenants. Nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous... Ah, donc je vois Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Donc Jean-Pierre est un ancien, comment dit-on en français? Police commander? Un commandant de police, un ancien Commandant officier de police. Tout à fait. Donc, qui a une très longue carrière dans la police et qui a fondé en 2015 son propre cabinet. Travaille maintenant principalement au Maghreb et en Afrique occidentale pour le compte de grands organismes, je pense financiers, y compris pour le compte de l'Union européenne. Il a travaillé pendant 2 ans en Algérie, pendant 3 ans en Côte d'Ivoire, est un spécialiste de l'anticorruption. Il donne aussi des cours à l'université Paris-Dauphine au sein d'autres grands établissements d'enseignement supérieur. Je vais commencer par notre première question fondamentale qui va déterminer notre discussion qui va suivre. Quelle est la différence entre la corruption systémique et la corruption sporadique? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition? Peut-être Louis? Oui, un peu théorique, mais j'utilisais surtout la définition de U4. C'est un organisme, un centre de ressources international aussi, qui intègre plusieurs pays. Oui, au niveau de la corruption sporadique, c'est un peu un type de corruption qui n'est pas así touchant tous les secteurs. On comprend pour secteur, les secteurs économiques, les secteurs politiques, les secteurs social et judiciaire, ¿no? Et ça touche beaucoup la gouvernance et ça prend d'une façon endémique
dans un secteur d'activité, un pays ou plusieurs pays en même temps. Dans ce cas, c'est justement l'inverse. On vient de définir le sporadique au contraire de ce systémique. Sporadique, c'est plutôt quelque chose n'est pas régulier, isolé de tout lien ou tout réseau de corruption assez grand. J'essaie à faire la définition la plus facile, non? Mais on se va pencher sincèrement sur la corruption endémique, sur la corruption systémique pendant notre rencontre. D'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait un complément, par exemple, donner un exemple de ce que ça représente, les deux types de corruption? Jean-Pierre? Tout simplement, je suis un corrupteur parce que je suis une entreprise et je veux remporter un marché pour repeindre un bâtiment. Il s'agit de corruption sporadique parce que cela ne va pas durer dans le temps, c'est simplement pour un marché. Je m'appelle une grande entreprise pétrolière. Je veux absolument avoir la possibilité de forer dans le pays, offshore. Et à ce moment-là, je vais être obligé d'avoir un type de corruption qui sera beaucoup plus profond et qui va englober l'État, le pays, éventuellement, enfin non pas éventuellement, mais les hommes politiques du pays. À ce moment-là, il s'agit d'une corruption qui est endémique parce qu'elle va durer dans le temps et va impliquer beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de corruption à droite, à gauche, au centre, de partout. Oui. Merci Jean-Pierre. Patrice, peut-être vous? Si je peux juste ajouter pour moi une définition, c'est la corruption sporadique, c'est comme corruption situationnelle ou opportuniste, où est-ce que les individus, c'est moins organisé et plus c'est plus ciblé par rapport à des situations, des projets. Okay? Et il y a peut-être aussi des relations qui sont bâties entre le demandeur et celui qui offre. Okay? C'est sporadique, tandis que lorsqu'on regarde la corruption systémique, c'est plus à l'intérieur du pays où est-ce qu'il y a un manque de barrières sociales, morales ou légales, et où est-ce qu'il y a trois piliers, si vous voulez, au niveau de la corruption systémique, où est-ce que c'est institutionnalisé, la corruption est routine, il y a une rationalisation où est-ce qu'il y a une justification sociale et personnelle, et il y a une socialisation où est-ce que les gens, les nouveaux employés, les jeunes sont entraînés pour accepter et agir de façon corrompue parce que c'est justement systémique, c'est attendu. Parce que dans celui qui est sporadique, c'est plus situationnel. Merci beaucoup. Je pense que maintenant c'est très clair pour les gens qui nous écoutent ce que nous entendons par ces deux termes, assez proches mais quand même très différents. Je vais passer à la deuxième question. Donc on va discuter de la complexité de la lutte contre la corruption systémique. Donc déjà, je vais vous poser la question, est-ce que pour vous, lutter contre la corruption sporadique peut aider dans la lutte contre la corruption systémique? Et qu'est-ce qui rend la lutte contre la corruption systémique aussi difficile en pratique? Quels sont les facteurs en jeu qu'on doit garder à l'esprit? Serge, peut-être vous? Ben, ce que je peux donner d'abord dans un premier temps, je suis d'accord avec les définitions qui ont été proposées, évidemment. Pour moi, la lutte à la corruption systémique doit passer par les grands bailleurs de fonds mondiaux qui subventionnent souvent les pays ou les projets dans les pays où ce genre de corruption systémique existe. Évidemment, dans ce cas, dans le cas de la corruption systémique, à mon avis, la prévention, les contrôles financiers, la transparence des processus, là, avec un certain bémol, mais quand même, m'apparaît la seule voie vraiment pour rendre la corruption systémique inacceptable socialement. C'est un processus de longue haleine. Complexe, évidemment avec une itération constante. Hein? On fait des pas en avant, deux en arrière, trois pas en avant, deux en arrière. C'est long. C'est un processus qui est complexe. Puis le danger qu'on a, que je constate particulièrement, c'est que quand on enquête ce genre de situation de corruption, ce qui se produit souvent, c'est ce que j'appelle, moi, la théorie de la pomme pourrite, c'est que dès qu'on voit qu'on a vraiment une emprise sur un dossier ou des cas où il y aurait eu de la corruption, c'est qu'on va trouver un bouc émissaire, on va le mettre à l'avant.
et on va tout simplement le laisser aller devant le processus judiciaire avec les sanctions, etc. Mais en arrière, on va tenter de maintenir le système en place. On va peut-être le modifier, on va peut-être le rendre un peu plus opaque, un peu plus complexe, mais dans les faits, on va avoir une approche où on va, quand on se sent coincé, on va plutôt offrir une personne ou des personnes pour calmer l'opinion publique. Et pendant ce temps, ben, on va revoir notre système pour le rendre encore un peu plus complexe et plus difficile à déceler. Donc, c'est pour ça que, et je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants, mais c'est pour ça que pour moi, la seule option qui a un certain niveau de réussite potentielle, c'est vraiment la prévention, la transparence et l'appui des grands bailleurs de fonds mondiaux qui soutiennent des pays à faible gouvernance où la corruption, manifestement, là, est souvent très présente. Ça n'exclut pas qu'il y a de la corruption partout dans le monde. Et il ne s'agit pas non plus de croire qu'il y a seulement que les pays à faible gouvernance qui font face à la corruption. C'est faux totalement. Mais quand même, on sait très bien qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus prévalent que d'autres. Et je pourrais vous faire état de mon expérience en Haïti pendant 2 ans. Là. Je veux dire, on le sait, c'est là et c'est du quotidien, la corruption. C'est pas du sporadique, ça, c'est systémique. Merci Serge. Mais qu'est-ce qui, pour vous, fait que certains pays sont plus touchés par la corruption systémique ou endémique qui est enracinée, qu'on n'arrive pas à éradiquer, tandis que d'autres pays sont plutôt concernés par la corruption sporadique qui n'a pas les mêmes effets socio-économiques, de la même ampleur des effets sur les populations. Quels sont les facteurs qu'on pourrait citer, sans forcément citer les pays, mais qu'est-ce qui complique la tâche? Jean-Pierre? Ah, ben, évidemment, l'état de droit, certainement, un des éléments. Les engagements politiques. Hein, c'est comme c'est le cas pour les normes en matière d'anticorruption, que ce soit les normes britanniques ou ISO ou autres, c'est top-down. Hein? Il faut que la politique, c'est-à-dire il faut que les engagements viennent de la haute direction et descendent dans l'organisation à tous ces niveaux. Ben, tant qu'on n'aura pas cet engagement important de la politique avec le grand P, là, que ce soit au niveau organisationnel ou au niveau d'un pays, dans une démarche pour assainir les mœurs, à mon avis, c'est peine perdue. D'accord. Jean-Pierre, à votre avis? Je voulais revenir un peu sur ce que je disais, Serge. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Et je voulais rajouter que dans mes expériences de policier, j'ai remarqué au fil du temps, parce que la police, la justice, les normes et je dirais l'environnement international est de plus en plus en faveur de la lutte contre la corruption. Et si au début de nos enquêtes que je faisais en groupe, on s'apercevait que les méthodes corruptives étaient assez simples et la façon d'engranger l'argent était devenue assez simple, notamment par le biais de fausses factures, mais que l'on pouvait facilement trouver. Au fur et à mesure des enquêtes, on s'est aperçu que cela s'est complexifié de façon à pouvoir cacher de plus en plus ces revenus illégaux. Et aujourd'hui, bien qu'il y ait une lutte contre ces pays, il y a de plus en plus l'utilisation de paradis fiscaux, l'utilisation de comptes offshore qui rendent les enquêtes très très complexes parce qu'on n'a quasiment aucune réponse de leur part. Donc il faut souvent partir de celui qui est corrompu, que l'on pense être corrompu, pour essayer de faire une enquête sur son patrimoine et voir s'il y a une adéquation entre ses revenus et le patrimoine qu'il a, caché ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre à la question de Georges, donc celle que vous venez de poser, je pense qu'il faut prendre le sujet par plusieurs bouts. Comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a une lutte contre la corruption parce que de moins en moins, les peuples sont d'accord pour que leurs élites ou leurs élus soient corrompus. On s'aperçoit qu'il y a le Irak, peut-être je le prononce assez mal, en Algérie, où tous les vendredis, les gens se réunissent de façon à pouvoir protester contre la corruption. On s'aperçoit que dans d'autres pays, notamment en France, nous avons eu des affaires célèbres qui ont permis
d'organiser une lutte contre la corruption des hommes politiques de façon beaucoup plus efficace. Donc aujourd'hui, on a une tendance qui va vers la lutte contre la corruption et également les entreprises qui commencent à en avoir assez de payer et d'avoir un jeu de la concurrence qui est faussé parce que la corruption fausse le jeu de la concurrence. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que tout est bien, je ne dirais pas que tout va pour le mieux, mais on commence à s'apercevoir qu'il y a une vague de fond contre la corruption. Et cette vague de fond, je dirais qu'elle est partie des pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, avec le FCPA en 77. Et petit à petit, elle commence un peu à envahir tout le monde occidental et par conséquence le monde africain et le monde du Maghreb et bien entendu le monde asiatique. D'accord. Est-ce que Patrice ou Luis, vous avez quelque chose à apporter? Oui, ok, allez-y. c'est parti. Ok, merci. Oui, c'est peut-être ajouter au niveau des dimensions, non? On parle actuellement de criminalité financière, c'est pas le mot corruption, ça veut dire corruption, collusion, blanchissement d'argent et tout le kit. Et c'est vraiment, c'est ça que j'aimerais un peu aller plus loin au niveau de la multidimension de la corruption systémique. Non seulement dans ce type de criminalité financière, on parlait avec ça actuellement, mais sinon au niveau de la dimension, par exemple, on peut parler d'une corruption systémique dans un secteur d'activité, par exemple au Québec, avec le secteur de la construction à l'époque. Vous savez, c'est vraiment systémique, toute la corruption d'un secteur d'activité précis. Ça veut dire que la corruption était systémique dans un secteur. Mais ce secteur, par exemple, peut être pris au niveau systémique de tous les pays. Ça, c'est le contexte du pays. Mais on sait que la corruption va plus loin, va à la multinationale, multi-pays, par exemple, à l'Amérique latine, avec juste le même secteur de construction, mais avec plusieurs pays, plus de 7 pays qui sont touchés là-dedans. Ça, c'est les dimensions. De l'autre côté, je pense aussi que les pays, peu importe la caractéristique des pays, il y a pour cette dimension multidimensionnelle, multi-pays, il touche presque tous les pays. C'est juste regarder ou suivre l'indice de risque de tous les pays, les rankings. On peut vraiment voir que les pays en général sont les mêmes et on ne s'améliore pas. Selon l'Académie, il parle aussi de plusieurs caractéristiques des pays qui sont plus touchés au niveau de la corruption systémique. Par exemple, tous les pays qui sont en instabilité politique, normalement sont touchés parce que tout est corrompu au niveau politique ou est pris au niveau judiciaire. Ils nomment les juges, ça veut dire que tout est corrompu. Aussi des pays moins développés ou dans la culture de la petite corruption ou ces petites choses sont l'habituel. C'est quelque chose, quelque approche culturelle, ou dans les pays moins développés avec des grandes inégalités au niveau économique aussi. Mais on peut parler beaucoup, mais c'est juste pour mettre en dimension toutes les dimensions qu'on peut toucher. Merci Louis. Patrice? Oui, si je peux juste ajouter, qu'est-ce qui est important au niveau de la nécessité d'une action intégrée, c'est une action collective au niveau, dans le pays, au niveau mondial. Mais si on regarde l'évolution, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui va aider, vraiment, c'est d'augmenter l'imputabilité, la transparence et la médiation, pour le mettre au niveau du média, où est-ce que, avec les médias sociaux, avec la solidarité des sociétés civiles, c'est plus on met de pression au niveau d'impact, au niveau de mettre en visibilité qu'est-ce qui se passe, plus qu'il va y avoir de changements. Alors, il faut avoir un effort collectif de cette façon-là pour pouvoir mettre en sellette les gens, les actions des personnes en charge qui sont où est-ce que la corruption est institutionnalisée. Alors, il faut vraiment augmenter l'imputabilité et la transparence afin de mettre pression pour faire les changements de façon collective. Merci. Donc, vous évoquez effectivement les grandes recettes
pour mieux lutter contre la corruption systémique. Donc, c'est notre prochain sujet de discussion. Je vais poser une question à Serge. Pouvez nous expliquer votre, pas votre, mais plutôt la théorie de la pomme pourrie et pourquoi elle n'est pas suffisante dans cette lutte contre la corruption systémique? Ben, comme je l'expliquais tantôt, quand on fait face à de la corruption sporadique, évidemment, comme l'a bien dit Jean-Pierre, on va regarder où les actifs de cette personne et on va voir s'il y a des liens avec un réseau ou une structure plus complexe derrière concernant l'aspect systémique des choses. Ce que je constate, dans ces cas-là, on ne peut pas parler de cas de pomme pourrite parce qu'on vise l'acteur principal qui est le corrupteur dans un dossier spécifique. Mais où, à un moment donné, ce que j'appelle la théorie, mais n'en est pas vraiment une, mais c'est tout simplement une réaction qu'on a constatée au cours de ma carrière dans le domaine des enquêtes. C'est que ce qu'on constate, c'est que quand on fait face à un système moindrement bien organisé, c'est ce qu'on va offrir. On va offrir quelqu'un qui va prendre le blâme pour l'ensemble du système. En fait, on va offrir, en anglais, on appelle le scapegoat. Hein, la personne qui va prendre le blâme pour les autres, qui va faire le temps en détention si c'est nécessaire, etc. Mais pendant ce temps, le système continue à opérer. Et c'est dans cette perspective-là que je crois qu'on doit interpréter là, cette approche. C'est tout simplement une réaction défensive du système. D'offrir quelqu'un en pâturage pour satisfaire l'opinion publique et satisfaire les tribunaux et tout ce qui peut tourner autour. Puis, il faut se rappeler, j'écoutais les discussions concernant la complexité de la lutte. Vous savez, la corruption là, a horreur de la lumière. La corruption, c'est dans l'ombre. Ça se fait dans l'ombre, ça se fait dans les back-office, ça se fait dans les couloirs, ça se fait ailleurs que dans les réunions formelles. On en convient. Et donc, comme le disait Patrice, l'importance de rendre ça médiatisé, de rendre ça le plus ouvert, en jeter la lumière sur les processus, évidemment, étant donné que la corruption vit bien dans l'ombre et non pas avec la lumière, ben, plus on va prendre des moyens pour le faire, qu'ils soient des moyens conventionnels, les médias traditionnels ou les médias sociaux ou d'autres façons, c'est à mon avis probablement l'exercice qui est le plus efficace à moyen et long terme. Et je suis d'accord avec ce que Jean-Pierre a mentionné au niveau des efforts mondiaux et du changement de culture mondiale qui s'installe avec Transparency International, qui à chaque année publie son index des pays avec la corruption. Ce sont tous des moyens, parce qu'à chaque fois que Transparency International publie son index, au Canada, ici, on a un article ou deux de journaux et des médias qui en font état, qui disent comment ça se fait qu'on a perdu une place ou ben non, qu'on en a gagné une. Bon, peu importe, mais c'est une façon d'amener l'attention des citoyens sur cette dimension et de créer un certain intérêt à moyen et long terme là, pour changer l'habitude et l'attitude des gens et rendre ça vraiment inacceptable. Dans le fond, c'est ça. Merci Serge. En fait, Sandrine Richard nous a rejoint. Sandrine, notre intervenante aujourd'hui, co-intervenante, qui est avocate, spécialiste du droit pénal des affaires, de l'éthique des affaires, qui conseille les entreprises sur la mise en œuvre des programmes de conformité, notamment dans le cadre de la Sapin 2 en France, qui connaît bien aussi la réglementation américaine, britannique, donc FCP UK Bribery Act. Sandrine, nous parlions tout à l'heure de la lutte contre la corruption systémique et de la nécessité d'une action intégrée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'importance de la prévention et sur ce qui pourrait impulser un changement de qualité dans les mœurs, dans la culture des gens pour qu'ils évitent la corruption, pour qu'ils aident dans la lutte contre elle?
Alors, bon, déjà, bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser pour mon retard, mais j'étais retenue en audience, donc j'ai fait mon maximum pour être à l'heure. Alors, c'est une question très intéressante et je pense que le temps m'est imparti aussi, donc je vais essayer d'être la plus brève possible pour répondre à cette question. Alors, de mon expérience en qualité d'expert, puisque là c'est plus ma casquette d'expert dans la lutte anticorruption qui prendra la parole pour répondre à ce sujet, je pense que la première des choses à retenir, c'est de ne jamais faire de comparaison entre les différents pays. Parce qu'effectivement, il existe une corruption dite systémique ou culturelle. Alors, les deux pour moi, ont la même définition. Même si le terme culturel est peut-être pas le meilleur, en fait, la meilleure des définitions. Donc, on restera sur systémique et sporadique. Sporadique, effectivement, je pense que la corruption sporadique touche tous les États membres. Tous les pays ont affaire à de la corruption sporadique. Donc, la première des choses, déjà, c'est de se mettre d'accord et de ne jamais comparer les pays. Et là, je parle encore une fois en tant que formatrice ou expert au sein des organisations internationales. Lorsque vous avez la chance, parce que je pense que c'est une chance, d'intervenir dans des pays soit du Moyen-Orient ou d'Afrique, pour justement essayer de faire comprendre quels sont les dangers de la corruption. Et c'est sur ce point que je vais insister. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous vous rendez dans des pays qui ont un fort taux de corruption et qui est effectivement une corruption systémique parce que ça touche le système même, les institutions sont corrompues, elles peuvent avoir un très bon système entre guillemets, de très bonnes institutions, mais la problématique sera que ces institutions sont elles-mêmes corrompues. Et vous allez dans différents pays, je ne les citerai pas par discrétion. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays au Moyen-Orient où effectivement, vous avez un panel de lois et un panel d'institutions qui, sincèrement, n'ont rien à nous envier. En revanche, les institutions, et c'est ce qu'on appelle la corruption systémique, les institutions sont elles-mêmes corrompues. Donc effectivement, c'est un travail qui est très difficile. Et à mon sens, ce que j'appellerais de la diplomatie appliquée, un expert doit faire preuve de diplomatie appliquée, évidemment avec une complémentarité qui est la diplomatie intellectuelle, mais pour faire passer le message, c'est de se rendre sur place avec nos conventions internationales, parce que c'est ce qu'ils attendent, mais de faire une implementation, enfin une mise en œuvre correspondant à la culture, et c'est là que j'emploierai le terme de culture, à la culture de chaque pays, en prenant en compte leur histoire, leur propre économie, leur propre manière de fonctionner, leur propre manière de voir la corruption. Donc, il faut faire preuve d'écoute auprès des cadres, des dirigeants. Moi, quand j'interviens au niveau du secteur public, donc des gouvernements étrangers. Vous allez entendre les gouvernements étrangers, ils vont vous définir quelle est la corruption chez eux. Et vous allez très vite rendre compte que, par exemple, la politique de dons ou de cadeaux n'est pas du tout la même en Occident qu'en Afrique ou au Moyen-Orient. Et dans ce cas-là, si on applique à la lettre notre convention, ils sont corrompus. Mais c'est faux de dire ça. C'est juste que eux, faut leur faire comprendre qu'effectivement, par exemple, un cadeau chez eux, c'est un acte de gentillesse, d'accueil. Ben, il va peut-être falloir prendre en compte nos propres règles de droit et les adapter à leur propre culture, à leur propre système. Mais le meilleur moyen pour que les gens prennent conscience qu'effectivement, il faut lutter contre la corruption, je passe le volet sanctions, parce qu'effectivement, malheureusement, la sanction, et ça c'est valable pour nos entreprises en Europe et en France aussi, mais au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique latine, il faut que la population, le top-down et aussi la population se rendent compte des effets, de l'impact de la corruption sur la vie de tous les jours. Et effectivement, le meilleur moyen, c'est de faire preuve de patience, de faire de la prévention, d'aller à leur écoute, de connaître leurs lois, de connaître leur régime, de connaître leur système, pour après les aider à mettre en place des outils
qui leur sont adaptés. Et ça ne se fera pas en 2 jours, ça ne se fera pas en 2 ans, ça va prendre des années. Mais lorsque nous, on arrive, il faut vraiment insister, à mon sens, sur l'impact économique. Il n'y a pas que l'impact politique. On entend souvent aujourd'hui dire « Ah, la corruption, c'est le politique ». Ça en fait partie. Mais ce n'est pas que le politique. Les entreprises sont corrompues de la même manière. Et pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait verticalité et horizontalité. Donc, les deux sont liés. Et pour ça, encore une fois, c'est de la prévention. Vraiment insister sur l'impact de la corruption dans leur quotidien. L'argent qui va ailleurs, que ça soit dans le monde privé ou public, ne va pas dans la construction d'hôpitaux, ne va pas dans la construction d'écoles, ne va pas dans l'infrastructure routière. Et lorsque les gens et la nouvelle génération prend de plus en plus conscience de ça, hier j'intervenais avec Marc Tessé qui est brillant expert, et il faut, comme il l'indiquait, je pense, faire un partenariat avec les universités, avec le privé, c'est-à-dire que je pense aussi et je crois fondamentalement la nouvelle génération et en l'instruction pour combattre la corruption, c'est-à-dire que mettre en œuvre, par exemple, un programme de corruption au sein des universités et des écoles, même au cours élémentaire, c'est-à-dire faire ça comme des droits civiques, en fait. Dès le plus jeune âge, qu'il y a un vrai partenariat, une vraie volonté politique, mais aussi citoyenne, de lutter contre la corruption. Je pense que j'étais un peu longue. J'ai essayé de répondre au mieux à la question que vous avez posée, qui est une question un peu délicate en si peu de temps. Voilà. Et très vaste, en plus. Oui, Jean-Pierre? Oui, je suis d'accord avec toi, Sandrine, de ce côté-là, il y a absolument aucun souci. Mais je porterai un petit hiatus. Souvent dans les pays, et je ne citerai aucun pays, tu as tout à fait raison, on se trouve face à une situation qui est très différente de celle que nous connaissons, nous, dans les pays occidentaux. À titre d'exemple, dans certains pays, les policiers ne sont pas payés ou sont payés de façon tellement irrationnelle par rapport au niveau de vie qu'ils ne peuvent pas vivre de leur salaire. Donc, on va se retrouver face à une situation que nous avons connue, nous, dans l'Ancien Régime avant 1789, à savoir que les gens qui ont un pouvoir sur d'autres personnes ont une charge. Et cette charge va leur permettre de vivre. J'ai discuté avec un policier dans un pays que je ne citerai pas, qui m'a dit qu'il faisait vivre son village grâce à la corruption. Donc, déjà, à partir du moment où c'est que nous avons des institutions et nous avons un gouvernement et un État qui marchent, et ce n'est pas le cas, à partir de là, on peut construire sur le plan des institutions, on peut construire sur le plan de la morale, on peut construire sur le plan de l'éducation, on peut construire sur le plan des rapports internationaux. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais à la base, on se situe dans des types de sociétés dans lesquelles il est quasiment impossible de vivre sans corruption. Et c'est le cas dans de nombreux pays, outre le fait culturel. Et je dirais qu'à partir du moment où c'est qu'on ne peut pas vivre normalement, à ce moment-là, culturellement, on est obligé d'adopter des voies corruptives pour pouvoir survivre. Merci Jean-Pierre. Je vais vous poser une question. Rebondir sur ça, pour pas qu'il y ait de confusion. Une minute. Mais même moins, ce que vous appelez, Jean-Pierre, et je suis d'accord avec vous, c'est les petty corruption, ce qu'on appelle petit bribery. C'est de la petite corruption. Je suis d'accord, mais on ne peut pas, en fait, sous prétexte qu'effectivement, malheureusement, c'est vrai qu'ils en ont besoin pour vivre, et c'est pour ça que j'insistais, et je vous rejoins, j'insistais sur le fait qu'on ne peut pas, nous, occidentaux, appliquer à la lettre notre manière de concevoir la corruption dans les pays étrangers. C'est-à-dire qu'on doit revoir des règles et peut-être assouplir certaines règles et ne pas sanctionner certaines personnes. L'ouvrier qui veut effectivement nourrir toute sa famille. Mais il ne faut pas non plus cautionner et rentrer dans le cautionnement de la petty corruption. Voilà, c'était une parenthèse que je ferme parce que mon temps de parole. Georges, je ne sais pas Oui. si est-ce qu'il y a une minute pour ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, toujours une minute. juste pour rapport
à dimension. J'aimerais aller plus loin, mais je schématisais un peu ma présentation sur ça. Par exemple, si on parle d'un secteur, zone géographique, un secteur d'activité, juste pour ajouter tout ce qui a dit tout le monde, c'est que la corruption travaille caché, mais il utilise tout. Il n'y a pas de limite de loi, de limitation, mais nous, on a une façon vraiment essentielle de s'intégrer parce qu'on travaille de façon départie. Juste pour mettre un exemple. Au Canada, on travaille sur la corruption avec la unité permanente anticorruption, par exemple. Moi, je travaille là-dedans, mais une zone géographique restreinte déjà, parce qu'on travaille juste au Québec. On travaille juste avec la corruption, pas avec la collusion, pas avec le blanchissement d'argent. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est vraiment important à intégrer les activités des organisations. Peut-être on va y aller plus loin sur ça, mais c'est juste pour mettre un exemple. Merci beaucoup, Luis. Maintenant, je vais passer à la question suivante. On va donc descendre d'un niveau, du niveau de la société, où on a donné des recettes d'amélioration, ce qu'on peut faire en tant que communauté internationale et société nationale dans chaque pays. Et on va parler de l'amélioration de la culture de l'entreprise. Donc, quand on n'est pas entreprise, quand on est organisme public, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre la corruption? Quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place? Serge ou Patrice, quelles sont les best practices qu'on peut mettre en œuvre ou qui sont les recommandations que vous donnerez? Ah, mon dos, on pourrait en discuter longtemps. Ouais. Brièvement. Disons que en anglais, on appelle ça loaded question. il y a beaucoup à répondre, mais je vais garder ça simple, je vais laisser d'autres personnes réagir. Évidemment, il y a la nouvelle norme ISO 37001 que tout le monde connaît, qui va avoir 5 ans au mois d'octobre cette année, qui est encore assez peu répandue dans le monde, malheureusement. Parce que c'est volontaire. Il faut toujours garder à l'esprit que l'adoption d'une norme, à moins qu'elle soit entranchée dans une loi d'un pays, demeure volontaire de la part des gouvernements, de la part des donneurs d'ouvrages, des bailleurs de fonds et des organismes. Alors, oui, avec tout ce qu'on a mentionné tantôt en ouverture en termes de changement de culture mondiale, de changement d'attitude de la population face à la corruption et son acceptabilité sociale, il y a espoir que au moins on puisse implanter des systèmes de management qui ont fait leurs preuves. Parce qu'il faut toujours se rappeler que ISO 37001, c'est pas une recette. C'est un recueil des meilleures pratiques mondiales en matière de prévention, de détection et de traitement de la corruption. C'est essentiellement ça. Et donc, tout organisme qui veut ou tout gouvernement qui voudrait assainir ses mœurs a là un document dans lequel on retrouve les grands éléments d'un système de management qui peut être efficace. Je dis bien peut être efficace. Tout dépend de la volonté de la haute direction et de l'engagement de la haute direction. Donc, c'est un outil. Il faut le voir comme un outil parmi tant d'autres. Comme l'a mentionné Louis, des entités légales de lutte à la corruption, que ce soit le FCPA aux États-Unis, que ce soit l'UPAC au Québec, la GRC au Canada avec leurs équipes anticorruption, la même chose avec Scotland Yard. Et je crois que c'est aussi un outil, mais on sait tous, ceux qui ont fait de la carrière, Jean-Pierre et Patrice et moi, on a fait une carrière dans le domaine de policier. Ce qu'on peut vous dire, c'est que quand on est rendu à l'enquête et à la poursuite, en d'autres mots, là, ce que c'est, d'abord, premièrement, c'est très dispendieux, c'est très complexe, c'est très long et les résultats sont souvent très mitigés. Donc, c'est vraiment l'option pour moi de dernière chance. Quand on est rendu là, c'est pas le moyen, c'est pas la mesure la plus efficace à long terme pour changer les attitudes des gens. Oui, on fait peur. Oui, on dit que la peur est le début de la sagesse, peut-être, mais il en demeure pas moins que c'est des exercices qui sont extrêmement complexes et pour lesquels les résultats
à mon avis, après 53 ans dans le domaine, je suis encore... il y a beaucoup de gens qui devraient être derrière les barreaux en prison qui sont présentement dans la rue et l'inverse est également vrai. D'accord, merci beaucoup. D'autres idées? Oui, alors, Patrice? qu'est-ce qui est important de voir au niveau des meilleures pratiques? On a ISO 37001, on a des différents guides avec Sapin 2, avec FCPA, avec UK Bribery Act, mais qu'est-ce qui est important de voir, c'est de bien identifier qu'est-ce qui fonctionne, premièrement, au niveau de meilleures pratiques, parce qu'on a quand même plusieurs années de pratiques courantes, mais ce n'est pas juste de regarder au niveau des contrôles, au niveau d'un programme de conformité, mais c'est tout ça regarder comment c'est implémenté. La culture organisationnelle, vraiment, est à la souche, est à la fondation de déterminer si les pratiques qui sont mises en place vont fonctionner. Parce que c'est le ton et l'exemple des gestionnaires qui va vraiment avoir une influence sur les perceptions des gens et le comportement. Parce que tu peux avoir les meilleures pratiques en place dans une organisation. Tu peux avoir un contrôle, un programme de conformité avec des ressources. Mais si la culture organisationnelle promouvoit une toxicité, promouvoit le détournement des contrôles, ça ne va pas fonctionner. Alors, la culture organisationnelle définit le comportement des gens, va inciter, inviter les gens à contourner. Alors, ce n'est pas juste avoir des politiques, parce que tout ce que c'est des mots sur un morceau de papier. Si le ton et les gestionnaires ne visent pas à faire la promotion, mais pas de façon là, juste annuelle avec une signature, mais de façon constante, que la formation, la communication, qu'il engage la population au complet, les employés, que ça soit vraiment partie du ADN de l'entreprise, que c'est les valeurs de l'entreprise, parce que il faut avoir une balance des deux. Il faut avoir des bons contrôles, il faut avoir une bonne pratique, mais il faut que ça fonctionne de façon uniforme, de façon consistante. Il faut que la culture organisationnelle renchérit tout ça et qu'il y ait un incitatif. Puis qu'est-ce qui manque en ce moment? C'est qu'on a des contrôles en place, mais les bonus, l'anxiété de performance, c'est toujours visé vers le profit, à l'instar de l'intégrité et de la conformité. Alors, les gens sont incitatifs, oui. D'un côté, ils sont poussés de dire, oui, je veux avoir ma formation au niveau d'intégrité, de conformité. L'anticorruption, c'est absolument essentiel. Mais de l'autre côté, ils sont pressés par leurs gestionnaires d'atteindre leur performance trimestrielle. Alors, il y a un manque de balance dans tout ça. Alors, il faut changer la façon que les gens, leurs bonus, les incitatifs sont là pour vraiment intégrer l'intégrité et la conformité à l'intérieur de l'organisation. C'est ça qui va changer les comportements des gens. C'est ça qui va avoir un incitatif. Plus l'impact et le refoulement des sociétés civiles qui demandent plus de transparence. Mais les organisations qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui sont plus transparents, qui démontrent fermement que nous autres, l'intégrité, la conformité est un élément essentiel dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui va vraiment changer. Merci Patrice. Jean-Pierre? Oui, j'aimerais ajouter. Ah, pardon. En complément à Patrice, tout à fait vrai, tout à fait ça. Mais en complément, je dirais qu'il existe aussi aujourd'hui une pression extérieure. La même entreprise américaine, parce qu'on va citer un pays au hasard, ne va pas se comporter de la même manière dans un pays qui est corrompu qu'elle va se comporter, par exemple, en Norvège. Et on va avoir des comportements qui seront totalement différents, parce qu'il y a ce que vous appelez l'appât du gain, mais qui est en fait la recherche de marché, ce qui est tout à fait logique pour une entreprise. Et de plus en plus, je suis optimiste, mais on s'aperçoit que la pression extérieure devient de plus en plus pressante pour ces entreprises parce qu'elles commencent à avoir peur des conséquences. Le FCPA, notamment, Sapin 2 qui commence un peu à produire quelques fruits, ISO 37001 qui est un choix de leur part pour éventuellement participer aux grandes opérations mondiales et grands appels d'offres. Mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'elle commence à changer parce qu'elle commence à en avoir assez, puis elle s'aperçoit peut-être que l'on peut faire sans. Et que les gouvernants qui sont connus comme corrompus
commencent à avoir parfois des problèmes. Je suis désolé, Oui. je suis obligé de passer à la question suivante parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Je vais juste demander à Luis de nous parler un petit peu des nouveaux outils, de la révolution numérique dans la lutte contre la corruption et de répondre aussi à une question qui a été posée dans le chat, qui est la suivante. Pensez-vous que la numérisation ou l'informatisation des procédures administratives peut avoir un impact sur la réduction de la corruption systémique ou sporadique dans la mesure où elle réduit l'intervention humaine? Oui, merci pour le temps. Oui, j'aimerais juste ajouter au niveau de l'entreprise, il y a un nouveau outil exactement. C'est par exemple les théories de réseau. ¿No? On utilise l'analyse de réseau pour trouver les liens des administrateurs des entreprises et des gestionnaires de la gestion publique. Mais juste pour ajouter au niveau de la culture d'entreprise, les personnes qui travaillent dans le gouvernement, par exemple comme chef d'entreprise, parfois ils se changent au privé. Y así tout de suite, les réseaux sont sur le même réseau. Par exemple, juste, il existe déjà des bases de données, des grosses bases de données mondiales au niveau de les suivis à chaque CEO des entreprises et même des organismes du gouvernement que les suivent avec ces liens, ¿no? C'est quels ils participent à quel conseil d'administration de quelle entreprise, de quelle institution publique. Et cette théorie de réseau a développé un nouveau outil qui s'appelle l'analyse de réseau. Et ça veut dire avec des statistiques, avec des numériques, on vraiment identifié de façon claire, quantitative, les liens, ¿no? C'est comme on fait pour les réseaux sociaux, ¿no? C'est comme combien de fois tu parles avec quelqu'un. Et il y a des cas, par exemple, au Mexique, qui est très avancé. Ça avait travaillé à identifier des entreprises, des réseaux depuis 2013. À l'Amérique latine aussi, au Pérou, au Brésil, partout à l'Espagne et même au niveau mondial, il y a des liens avec les entreprises multinationales qui sont touchées partout dans les pays. Et ça, c'est quelque chose qui était très avancé. Au niveau des diagnostics et de prévention est bon, mais effectivement, il doit mettre en place. Un autre exemple, c'est Datacross, par exemple. C'est toute l'utilisation de Big Data et c'est de plusieurs organismes qui travaillent ensemble avec déjà la criminalité financière. Ça veut dire, mais ils touchent des informations un peu confidentielles parce que sont des organismes de police ou de lutte contre la corruption, la AFA aussi, qui intègrent toutes les transactions économiques avec plusieurs pays. Par exemple, ils travaillent avec FCPA ou la ACAS, qui sont à peu près, les réseaux sont déjà presque 175 organismes anticorruption partout dans le monde qui sont intégrés et 30 travaillent de façon intégrée. Par exemple, au niveau des outils aussi, mais on vient de parler de U4, que c'est comme le premier outil intégré d'information pour tous les domaines d'anticorruption. Par exemple, ça s'est commencé en 2003 et il intègre 9 pays. Mais par exemple, actuellement, on travaille au niveau de l'Union européenne avec TED. C'est une intégration de marché public. Ça veut dire on a base de données de 26 pays qui intègre les 4 millions et plus, c'est vraiment plus, de contrats qui sont assignés dans la région européenne. Évidemment, au niveau de l'Europe, est très avancé au niveau de l'intégration de ce type d'outils, effectivement, parce qu'il y a l'intégration économique et avantage plusieurs travaillent ensemble, plusieurs organismes aussi, des dimensions intégrées. Mais c'est ça, c'est au niveau de la détection et de la prévention, je parlais qu'au niveau des données ouvertes, on peut aller vraiment loin au niveau d'identification des secteurs à risque, de concentration de contrats, des contrats qui étaient assignés de gré à gré avec une exception. Tout est vraiment en place pour faire. Même un petit organisme sans but lucratif au pays de l'Amérique latine, avec une petite équipe de 5 personnes, a identifié avec Big Data, a identifié un contrat et a permis de confirmer que
l'entreprise qui fait affaire avec les gouvernements, il y a les monopoles, presque 90% du marché pour la lait, par exemple, non? Et des choses comme ça. Mais on peut parler beaucoup, il y a plein d'outils à partager. Je vous propose de parler maintenant de votre vécu dans l'anticorruption. Et il y a une question qui a été posée, donc je propose à Sandrine, Jean-Pierre, Serge, donc Patrice. Vous pouvez répéter la question. Ah bah, là, je pose la deuxième question. La deuxième question, okay. Est-ce que l'on peut dire que la corruption systémique est beaucoup plus une corruption active qu'une corruption passive? Alors, si je peux répondre de ma petite expérience, il n'y a jamais de passive sans active et il n'y a jamais d'active sans passive. Ça sera ma réponse. Je crois que la question était vraiment liée à la corruption systémique, c'est ça? Oui. Comme je l'ai dit, sur le terrain, parce que, par exemple, si on parle des entreprises, c'est une corruption qui peut être systémique et sporadique selon là où on se trouve. Et effectivement, il y a un corrupteur, un corrompu. Donc, du coup, il y a toujours de la passivité, de l'activité, du direct, de l'indirect. Donc, il ne faut jamais déconnecter la corruption ni passive ni active. Et il faut quand même rappeler que la corruption passive est tout aussi sanctionnable et sanctionnée que la corruption active. Il en est de même du direct et de l'indirect. Donc, merci. Donc voilà. Merci Sandrine. Jean-Pierre? Oui, c'est un peu la guéguerre entre la police et les avocats. J'interviens en tant qu'expert, pas en tant qu'avocat. Je plaisante. Il y a toujours un demandeur et une personne qui accepte. Voilà. Dans la corruption, et là je ne suis pas d'accord avec ce que disait Sandrine, dans la corruption systémique, systématiquement, c'est la politique qui demande de l'argent aux corrompus, aux corrupteurs, pardon, et l'entreprise. C'est toujours la même chose. Et si l'on prend, et là on peut citer des noms puisqu'il a été condamné, si l'on prend le maire de Levallois-Perret, notre cher ami Balkany, il a toujours été prouvé, j'ai travaillé sur cette affaire, que c'est lui qui demandait des subsides auprès des entreprises qui te laissaient faire, hein, parce qu'elles savaient qu'elles allaient obtenir un marché. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais toujours, c'est le politique dans la corruption systémique qui demande de l'argent aux entreprises. Serge, Patrice, vous avez d'autres avis? Si je peux juste simplement ajouter à ce que Jean-Pierre mentionnait, c'est qu'il y a une offre de la demande. Okay? Il y a l'offre de la demande. Et puis, on doit cibler nos interventions où est-ce qu'on peut avoir le meilleur impact de façon évolutionnaire. Parce que dans des systèmes systémiques, ça va prendre du temps pour changer l'environnement. Mais le corrupteur, celui qui offre, c'est là qu'avec les lois, qu'est-ce qu'on a avec les conventions, c'est qu'on peut vraiment changer la dynamique au niveau d'affaires parce qu'il va y avoir des répercussions dans leur juridiction de maire, où est-ce que s'ils payent le pot de vin, il va avoir vraiment un impact négatif sur eux. Alors, c'est la solution, c'est le plan d'affaires, c'est ce que j'appelle le business case, le legal case pour le faire. C'est que en ayant un effort collectif, oui, on a des pressions sur les systèmes, le systémique, la corruption systémique, mais il faut que ça soit fait de façon collaborative, collective. Mais où est-ce qu'on peut avoir plus d'impact? Il faut avoir des efforts pour vraiment cibler les corrupteurs, où est-ce qu'il y a un impact pas seulement sur l'industrie, mais sur les individus. C'est que les individus doivent être imputables. Parce que l'industrie qui paye une peine, c'est bien, des millions et des millions de dollars, certaines fois des milliards de dollars, mais il faut que les gens qui sont en charge, qui favorisent et qui facilitent la corruption, doivent avoir une conséquence aussi. C'est là que ça va changer la dynamique un petit peu. Merci. Ça, c'est juste un volet que je parle. Serge, pour vous, corruption systémique, active ou passive? Je suis d'accord avec tout ce qui est dit. J'ajouterais ceci, par contre, et c'est l'utilisation d'intermédiaires pour faire la corruption, c'est-à-dire les agents d'affaires dans les pays. Mon expérience de ce côté, c'est que souvent les entreprises vont
agir en pleurs d'oignon, vont placer des intermédiaires pour faire le travail d'approche d'obtention de marché via des représentants pour eux, des gens locaux habituellement qui connaissent bien la politique locale, qui ont des réseaux d'intervenants localement, qui facilitent justement l'échange de bons services, disons. C'est comme ça qu'ils interprètent ça souvent. Un échange de bons services entre eux. Et ces entreprises multinationales qui se cachent derrière ces individus, qui se cachent derrière ces intermédiaires. Ce qui complexifie encore toute la question de la lutte auquel on fait référence. Parce qu'on l'a vu avec le cas de Walmart, on l'a vu avec le cas de Microsoft, on l'a vu avec d'autres. On ne parle pas de petites entreprises ici. C'est des entreprises mondiales. Mais c'était la pratique qui était la plus utilisée. C'est passer par des agents d'affaires du pays pour procéder à des gestes qui aujourd'hui sont jugés comme étant de la corruption. Donc, tout ce qui a été dit, c'est vrai, mais il ne faut jamais perdre de vue, puis je suis d'accord tout à fait avec Sandrine que le passif et l'actif, pour moi, c'est de la corruption. Là, on s'entend. Ouais, d'accord. Merci. Et la dernière chose, c'est qu'il faut pénaliser les chefs d'entreprise et les chefs d'État qui ferment les yeux. Et ça, c'est difficile. Merci, Patrice. Nous avons 2 questions qui nous restent. Donc, j'aurais besoin d'un volontaire pour chacune pour donner une réponse brève. Peut-on appréhender la corruption avec le paradigme anthroposociologique pour lutter contre ce fléau? Est-ce qu'il y a quelqu'un aurait des idées là-dessus? Anthroposociologique. L'anthropo, c'est l'anthropologie, j'imagine. Exactement, oui. Enfin, moi, je veux bien, hein, mais c'est compliqué. Mais je pense que pour lutter contre la corruption, encore une fois, c'est-à-dire dans l'anthropologie, c'est quelque chose qui est un concept qui est aussi très philosophique. C'est est-ce que l'homme est né est-ce que l'homme est corruptible, c'est-à-dire à l'essence même de l'homme. Peu importe le pays, peu importe la religion, peu importe l'état dans lequel il va s'émanciper, est-ce que l'homme avec un grand H est par nature corruptible? Après, vous avez l'anthropologie forcément, et là on revient à la systémie. En fait, je pense que c'est là où on peut revenir à de la corruption systémique. C'est selon le pays dans lequel vous allez évoluer. La définition déjà de la corruption ne sera pas la même. Donc je pense que à la réponse, je pense que c'est pas possible. En fait, je pense qu'il existe des corruptions dans des ethnies africaines. Je vais prendre le cas d'ethnies africaines. Ils vont agir pour nous de manière corrompue, alors que pour eux, c'est pas du tout de la corruption. Et là encore, c'est pour ça que je pense qu'il n'existe pas. L'anthropologie ne sera pas le remède. Il y a des corruptions, des manières d'appréhender la corruption dans certains pays. Et l'homme est par essence corruptible. D'où toute la complexité. La dernière question, pour peut-être celui ou celle qui connaît le secteur du pétrole et du gaz, quel est l'impact de l'Extractive Industries Transparency Initiative sur la corruption sporadique ou systémique? Vous connaissez cette obligation de déclaration des revenus et des paiements? Pour moi, c'est un bon geste initial, c'est une bonne approche, c'est un engagement de l'industrie de viser, mais il y a beaucoup plus à faire. C'est un élément essentiel dans le dénouement, dans le déroulement, mais il faut voir plus, il faut avoir plus de substance pour le faire, mais c'est une réalisation des compagnies extractives qu'il y a un problème parce que ça leur coûte énormément cher. Ce qu'ils veulent, c'est une consistance pour faire les affaires. Et lorsqu'ils s'en vont dans des pays où est-ce que la corruption est systémique, ça cause énormément de problèmes. Mais il faut plus. Et c'est là que c'est un élément collectif qui va pouvoir amener une résolution acceptable au problème.
Merci Patrice. Donc c'est la fin de notre table ronde. Je pense qu'il ne reste plus de temps. Je voulais remercier sincèrement pour toutes vos contributions, très utiles, très intéressantes. On a quand même réussi à tenir le temps qui nous était imparti, alors que vous êtes 5 co-intervenants, chacun avec vos idées à vous et vos expériences et votre vécu. Donc merci à tous et je pense on va souhaiter une bonne journée à tous ceux qui nous ont écoutés. Et voilà, bonne continuation à tout le monde. Bonne Bonjour. journée. Merci.